et bienvenue sur Aki Télé pour ce 11e salon du livre et de la BD de Sadirac. Alors cette année on innove, vous le savez, Covid oblige, les rencontres, les découvertes littéraires se font en ligne et depuis chez vous, bon, ce qui est pas mal aussi finalement. Les auteurs, les éditeurs, les libraires vous présentent leur actualité en vidéo. Et aujourd'hui, nous avons donc des émissions à vous proposer et ce sera la 2e émission, à l'instant, où nous allons parler lecture, écriture, donc de sujets qui vous passionnent évidemment, confortablement installé chez vous, dans un bon fauteuil, un bon canapé, un café, un thé, quelques gâteaux éventuellement. Et c'est parti pour cette aventure 2.0. Nous sommes donc ravis d'être avec vous aujourd'hui et je vais tout de suite présenter les invités qui sont là en tout cas autour de moi pour cette 2e émission. On va faire une petite présentation rapide puisqu'ensuite on aura aussi quelques invités à vous présenter sous forme de vidéo parce que certaines personnalités n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors j'ai à côté de moi, à ma gauche, Agathe Portail qui est une jeune auteure de romans policiers. Qui est une jeune maman d'ailleurs de 4 enfants, qui est originaire de la Mayenne, qui a travaillé entre autres dans la com, dans les médias, dans l'édition, dans les vins, qui enfant n'avait pas de télé, ce qui peut expliquer aussi ce goût, alors c'est pas qu'elle était Cosette, mais ce qui peut expliquer ce goût de la lecture et notamment sa grande punition quand elle était petite, c'était d'être privée de lecture. Bon, on y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Donc elle a écrit très tôt dans son enfance, journal intime, et aujourd'hui elle a publié 2 romans. Donc plutôt dans le genre policier, L'année du gel et Piqûre de rappel aux éditions Calman-Lévy. Nous avons également juste à côté Sandrine Billy, alors j'espère ne pas déformer son nom, bon sinon on y reviendra tout à l'heure de toute façon, qui est elle auteure de romans historiques. Elle est girondine aussi, bon, reste très locale finalement. Elle également a lu très jeune. Voilà, on a vraiment des gens qui sont des lecteurs, écrivains, qui ont démarré très tôt dans la vie. Donc, Bibliothèque rose, verte, les classiques évidemment. Elle a fait des études d'histoire et pour finalement se retourner vers le métier d'infirmière, ce qui n'avait rien à voir. Et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, un burn-out, un long arrêt. Et l'écriture est arrivée particulièrement à ce moment-là. Et elle est retournée à sa passion première, qui était l'histoire. Donc on va en savoir un petit peu plus avec Sandrine tout à l'heure. Et puis nous avons également beaucoup de femmes sur cette nouvelle émission. Nous avons également Lisiane Roland, qui elle alors a plein de casquettes. Vous allez voir, elle est poétesse, conteuse. Elle a fait des livres pour la jeunesse. Elle est passionnée par le monde fantastique, les récits de voyage. Elle est ici également très locale puisqu'elle est née à Saint-Louis de Montferrand. Une passion pour la lecture, elle aussi, depuis toujours, ainsi que l'écriture. Et en partie, elle nous racontera ça un petit peu peut-être tout à l'heure, grâce à un instituteur. Alors malgré tout, elle a eu une passion contrariée, elle est partie dans la comptabilité. Évidemment, c'était un petit peu moins fun, on est d'accord. L'écriture a quand même été toujours présente dans sa vie. Et un jour, elle a fait la rencontre avec Michel Suffrand, bordelais bien connu, médecin, écrivain, auteur de théâtre entre autres, qui l'a conseillé, qui a été bienveillant et qui a été peut-être un petit peu le déclic pour la pousser vers la publication. Et donc elle a fait des nouvelles, des poèmes, des contes pour enfants et là aussi on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Gardons un petit peu de suspense. Et puis juste à côté de moi, à ma droite, Frédéric Dufour. Alors lui est éditeur, conférencier, libraire, écrivain et directeur de collection également. Il est originaire de Bordeaux. Il a créé avec sa compagne Aude Fleury la fameuse librairie L'Hirondelle. Alors ça fait un petit moment, parce que c'était en 2000 si j'ai bien la bonne date. Il a également, alors vous verrez l'idée de cette librairie mobile, parce que c'est assez rigolo en même temps. Il a également créé en 2020 ou 2021, il me le précisera tout à l'heure, parce que j'ai un petit doute là sur la date, il a créé la maison d'édition Elitis. C'est pas ça. Ben, on y reviendra, Frédéric. C'est pas grave, tant pis. Et la collection itinérante, c'est ça, Quoi de neuf ? Non, quoi, la collection Quoi de neuf. Bon, et qui a été éditée par plusieurs maisons d'édition. Ouais. Et ça, c'est une particularité d'ailleurs, d'avoir une édition par plusieurs maisons. Il est auteur de livres, il a édité pas mal de choses. Et là aussi, gardons-en un petit peu pour tout à l'heure, quand même. Ce sera plus sympa. Donc voilà, ces 4 personnalités qui sont avec moi pour cette 2e émission. Donc je pense qu'on va passer un super moment. On essaiera de garder un petit temps aussi pour aborder des questions qui seront plus générales et plus communes, pour avoir un véritable échange
échange. Donc dans tous les cas, vous voyez que nous allons passer un bon moment, soyez les bienvenus. Et on va démarrer tout de suite par une petite vidéo, puisqu'effectivement tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc il s'agit de Sabine Bolzan, qui est spécialisée polar, enquête, aux éditions du Loir. On la retrouve tout de suite en vidéo. Bonjour, je suis Sabine Bolzan, auteure aux éditions du Loir, et je réalise cette vidéo dans le cadre du Salon du Livre de Sadirac afin de vous présenter mes 2 romans qui sont les 2 premiers tomes d'une trilogie intitulée L'empreinte de la chair qui se déroule à la fois au Cap Ferret et à Sauternes, 2 régions qui me sont chères et dans lesquelles je vis à l'année. Le tome 3 et dernier tome paraîtra vraisemblablement à la fin de l'été de cette année. L'empreinte de la chair est un thriller psychologique sous fond de saga familiale dans laquelle évoluent 2 personnages principaux qui sont Justine et Justin. Et ces 2 personnages-là sont jumeaux. Je vais vous parler essentiellement du tome 1 parce que si je vous parlais aussi du tome 2, je vous spoilerai le tome 1. Donc le tome 1 démarre en juin 2018 alors qu'un vent de panique souffle sur le Cap Ferret. En effet, une adolescente a été enlevée sur la plage et c'est la 6e en 5 ans et tout pousse à croire qu'elle est la nouvelle victime d'un tueur en série qui sévit dans la région. Avec pour seul indice une paire de bottes rouges que nous voyons là, retrouvées abandonnées sur le sable, l'enquête s'annonce difficile pour le capitaine de police Alexis Beauregard et ses hommes. Mais il peut compter sur le soutien de sa meilleure amie, Justine Edison, devenue médium suite à un accident de voiture, et ses dons lui ont permis de retrouver le corps des 5 autres jeunes filles. Cette fois-ci, Justine a une longueur d'avance sur le meurtrier. En effet, lors d'une nouvelle vision, elle a vu l'adolescente en vie, ainsi que le lieu où elle est séquestrée. Parviendront-ils à la retrouver vivante et à capturer son tortionnaire ? Justine réussira-t-elle à vaincre ses vieux démons et à se reconstruire après cette véritable descente aux enfers ? Vous le saurez en lisant le tome 1. Quant au tome 2, comme le titre l'indique, il est focusé essentiellement sur le jumeau de Justine. Et nous allons donc petit à petit découvrir encore une fois d'autres secrets de famille. Pour retrouver ces 2 livres, vous pouvez aller en ligne pour les avoir en version papier ou numérique sur le site des éditions du Loir, mais aussi courir dans votre plus proche librairie. Alors, juste pour vous parler rapidement de mon actualité très prochaine, sachez que d'ici la fin du mois de juin, sortira un feel good. Je change complètement de registre, mais j'avais envie de quelque chose beaucoup plus léger. Donc pour me suivre et pour savoir et connaître le titre, rendez-vous sur ma page Facebook Sabine Bolzan auteure ou celle des éditions du Loir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande de prendre bien soin de vous et vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Allez, c'est parti, nous revenons sur le plateau à l'instant et on va démarrer ce petit tour de table, ce petit tour d'horizon, par Sandrine qui va commencer et qui est donc auteure au féminin de romans historiques. C'est ça ? Bonjour oui. Sandrine. Bonjour à tous. Oui, tout à fait, auteur de romans historiques avec la première série, La Dame de la Sauve, donc en 7 tomes, cathare, sorcière. Et là, au Moyen-Âge. Et là, un petit écart avec L'Hôtel des 2 Vallées en 39-45, donc même un grand écart. Mais bon, c'était aussi important d'en parler. C'est le dernier paru, celui-ci ? Celui-ci, c'est le dernier paru, oui. On le montre ? On peut le montrer à la caméra ? Ce serait sympa. Je vous laisse l'attraper ? Tout à fait. Parce que là, je suis un petit peu loin. Je pense que ça doit être celle-ci. Voilà, normalement. Alors, si on reprend depuis le début, un petit peu, pour parler un peu de vous quand même. Donc, vous êtes originaire d'ici, de la région. Vous avez commencé très tôt la lecture. Enfin, vous aimez ça depuis toujours, quoi. Alors, la lecture, c'est un vrai bonheur. C'est des souvenirs d'enfance extraordinaires. Vous le disiez tout à l'heure, hein. Bibliothèque rose, verte, rouge et or. Oui, c'est vrai. Voilà, ça vous parle aussi. Ce sont des cachettes dans les bois où on se réfugie pour lire le roman enfin acheté par maman quand elle a fait les courses. Enfin voilà, il y a tout ce rapport avec
avec la lecture enfant. Moi, j'adorais lire et j'adore toujours lire. Bon, ensuite, effectivement, la vie vous emporte, sépare, fait des études. On a peut-être parfois un petit peu moins de temps, mais à un moment donné, on y revient toujours lorsqu'on a cette première passion. Ça peut paraître bateau de dire ça, c'est comme j'ai toujours chanté, je voulais être chanteur, j'ai toujours lu, je veux, voilà. Mais quand on aime lire, on ne peut pas faire autrement que de prendre un livre. Parfois n'importe lequel, mais s'asseoir et lire un moment. Et mon Dieu, que ça fait du bien de déconnecter. Exactement, oui. Et alors, il y a eu quelque chose à un moment donné, puisque vous êtes partie donc vers le métier d'infirmière. Oui. Et donc c'est un très beau métier, mais dur métier aussi, j'imagine. Oui, et voilà, il s'est passé quelque chose à un moment qui vous a fait tout arrêter. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait des études d'histoire que je n'ai pas continuées parce que bon, on se cherche un petit peu. 18-20 ans, c'est la fac, c'est la fête, et c'était très bien. Mais à un moment donné, ça n'allait plus non plus. Donc ça a été les études d'infirmière parce que c'est un métier qui m'interpellait beaucoup. J'avais lu la vie de Florence Nightingale, j'avais visité son musée, et puis vous savez, ça, ce sont les images d'Épinal extraordinaires, on se voit infirmière avec la calotte, et c'est formidable. Bon, la réalité parfois est bien différente, c'est un métier beau, oui, c'est sûr, le don de soi, c'est parfait, mais vous savez, quand on est soignant, on soigne, on est soigné, c'est le soi nié. Et c'est un métier qui peut vous faire très rapidement plonger quand on n'a pas forcément l'écoute qu'il y a autour de soi. On ne parlait pas encore de burn-out, c'est un mot qui est récent, je pense. Ça a été un véritable épuisement professionnel. Le mot est récent, mais en revanche... mais l'épuisement professionnel... Voilà. Le résultat est le même. Le résultat est le même, et l'épuisement professionnel, il est séculaire. Et c'est voilà, donc trop de travail, trop de pression, trop de douleur, pas la possibilité de s'exprimer parce qu'il n'y a pas d'écoute. Quand on est infirmière, on ne parle pas de ce genre de choses, on doit l'encaisser et continuer à travailler. C'est très compliqué, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. Particulièrement, l'épuisement des soignants, c'est vraiment pas de la rigolade. On peut vraiment plonger, c'est très dur. Aujourd'hui, la durée de vie d'une infirmière, c'est 7 ans. Voilà, dans le métier d'infirmière, on est d'accord. Hein. Oui, dans le métier. Sinon, c'est pas rassurant. Sinon, c'est très dur. Voilà. Donc, en fait, suite à cet épuisement professionnel, je me suis arrêtée et j'ai écrit. Je suis venue à ma passion première. J'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter. Et j'ai commencé à écrire La Dame de la Sauve, mais j'ai écrit. Parce que vous aimiez particulièrement le Moyen-Âge, j'imagine. J'adore le Moyen-Âge. Quand je suis dans des bâtiments magnifiques comme l'abbaye de la Sauve Majeure, pour ceux qui la connaissent, mais pas que, hein, ça peut être un village médiéval, n'importe, j'ai l'impression que je suis chez moi, que je rentre chez moi. Ça ne s'explique pas, mais je me sens bien. Et c'est une époque qui me parle, j'adore les vieilles pierres, la beauté des lieux, tout ce que cela peut conférer comme... voilà, ça parle à mon imaginaire. Vous avez peut-être vécu au Moyen-Âge dans une autre vie. Allez savoir. Je suis peut-être une vieille âme, allez savoir, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup. Enfin, moi, ça me parle. Donc, j'ai commencé la rédaction de La Dame de la Sauve. Donc, 7 tomes, hein, on est bien d'accord. Oui. Pas mal. 7 tomes. Le dernier est sorti en mai 2020. Et ça va s'arrêter là ou il y a encore des tomes à prévoir pour cette saga? Non, là, c'est terminé. C'est pas possible d'aller au-delà. Là, ce n'est plus possible. Je crois que je suis... Là, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, bon, on a la guerre, c'est ça, pour le dernier, celui-ci? Oui, tout à fait. La Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu entre-temps La Dame de la Sauve, donc il y a eu un roman sur les cathares. Alors c'est toujours pareil, quand j'écris bien humblement, c'est surtout la volonté de ne pas faire d'ésotérisme. C'est très facile quand on écrit sur les cathares ou sur les sorcières de tomber dans quelque chose qui serait, bon voilà, un peu de mauvais aloi en ce qui me concerne. Moi, je voulais vraiment avoir et révéler un petit peu ce qu'ils étaient vraiment, les cathares, parce qu'on entend de tout. Reine le Château, les Templiers, le trésor du Graal, tout ça c'est un grand sac fourre-tout, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc ce sont aussi des recherches très précises historiques et ensuite la rédaction du roman. Mais concernant celui-ci, il est très particulier pour moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai créé ma petite maison d'édition pour moi. Mais pas que, pour des auteurs qui parfois ont peut-être du mal à se faire publier ou autres. En tout cas, il y a cette volonté d'éclectisme et de lire des manuscrits. L'Hôtel des Deux Vallées, il n'est pas au Moyen-Âge. Celui-là, il se passe en 39-45 dans la vallée d'Ossau.
Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré un très vieux monsieur qui a 94 ans aujourd'hui et qui est le dernier passeur. C'est-à-dire qu'en 1942, ce monsieur, et pas que lui, faisait passer ce que l'on nommait les évadés, et non pas les réfugiés. C'est tout à fait différent. On les appelait les évadés. Ils venaient de la France occupée. Ils passaient en vallée d'Ossau et par les montagnes en Espagne. Espagne qui était très dangereuse. Mais ils ne s'arrêtaient pas en Espagne. Ils gagnaient le Maroc et ensuite ils s'envolaient du Maroc pour Londres. Et oui, le Maroc, à l'époque, était un protectorat, parce que d'Espagne, ils ne pouvaient pas partir. Je vous laisse imaginer l'épopée que ça a pu être pour ces résistants, puisqu'on peut les appeler comme ça, qui ont voulu absolument particulièrement, oui. Partir, rejoindre le général de Gaulle. C'était une vie d'aventure, sans compter que il n'y avait pas les congés payés à l'époque. Ils n'avaient jamais vu les montagnes et c'était des chemins de souffrance. Donc cette rencontre, ce témoignage, vous a envie de coucher ça sur le papier ? Complètement, c'est un monsieur admirable. Il m'a livré un témoignage extraordinaire. Je lui ai posé des questions vraiment très indiscrètes. Il aurait pu tout à fait m'envoyer sur les roses. Il ne l'a pas fait. Non, ce qui est chouette surtout, c'est qu'il avait bien la mémoire de tout ça. Ah, il a une mémoire extraordinaire, la mémoire ancienne. Il m'a tout livré jusqu'à ce qu'il mangeait. Parce que je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous mangiez ? En pleine montagne, à 2000 mètres, en plein hiver, les nazis qui sont là, parce que tout ça c'est véridique. On partageait les patates avec les cochons. Voilà. Oui. Et c'est le genre de témoignages et de faits, historiques qui m'ont parlé beaucoup. Donc j'ai écrit L'Hôtel des Deux Vallées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà dans l'esprit ou qui est déjà un peu sur le papier ? Oui. Est-ce qu'on dévoile, on ne dévoile pas, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on dévoile pas. Voilà. Il y a beaucoup de projets d'écriture, mais un qui me tient particulièrement à cœur. Et je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Une autre période ? Peut-être une autre période. Je vais revenir à mon Moyen-Âge adoré. Et donc, voilà. Et puis, je travaille avec une jeune auteure qui est donc en vallée d'Ossau, que j'ai rencontrée par un pur hasard, qui a écrit un petit roman et puis des recueils de poésie. Et j'ai bien l'intention de l'éditer en fonction et de peut-être créer une petite collection sur les contes et légendes. Bon, ça, c'est le projet. On en reparlera. 2022, j'espère. L'année prochaine ou un petit peu plus tard. Bon, merci beaucoup Sandrine. Je vous en prie. On va se retrouver tout à l'heure puisqu'on aura aussi l'occasion d'échanger tous ensemble. Et là, nous allons passer à nouveau à une petite vidéo. Un des invités qui n'a pu être présent. Il s'agit de Romano. Alors, j'espère ne pas écorcher le nom. Vlad Janulevich. Voilà, Janulevich. Qui est un auteur plutôt de nouvelles, d'horreur, de noir. Vous allez voir ça dans quelques petites secondes. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Romano Vlad Janulevich. J'habite à Bordeaux. J'écris des histoires pour la jeunesse, mais aussi pour un public averti ou adulte, dans les registres du fantastique et de l'horreur. Je suis l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles noires, dont 2 notamment ont été publiés par les éditions Blackout, une maison située tout près de Limoges. C'est de l'un de ces ouvrages que je vais vous parler. Poétique du morcellement regroupe 6 nouvelles macabres et horrifiques qui ne comportent pas d'éléments surnaturels. Ces textes dressent les portraits de personnages égarés, désespérés, abîmés par la vie, les portraits d'êtres tourmentés, voire résolument déviants. Caractérisés par des ambiances sombres et glauques, mes histoires, parfois dérangeantes, racontent les vengeances, les tortures, les coups du sort, et s'intéressent aux moments de rupture, de franchissement du point de non-retour, responsable du basculement du quotidien dans l'horreur. En toute logique, la violence et la cruauté, la souffrance et l'angoisse, la démence et la mort courent le long de ces pages comme des sillons sanguinolents. Au même titre, cependant, que l'humour, qui ne peut être dans un tel écrin, vous l'aurez deviné, que d'un noir goudronneux. Ce livre est une errance dans les méandres les plus tortueux du vice et de la folie, une exploration des recoins ténébreux de l'âme. Sa lecture, par conséquent, est fortement déconseillée aux humanistes végétariens. Si vous souhaitez découvrir ces textes, je vous invite à vous connecter sur le site web des éditions Blackout, où vous trouverez d'ailleurs mon autre recueil, Petit papier meurtri, qui est un peu le grand frère de Poétique du morcellement. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à fouiner un peu dans leur catalogue. Si vous êtes amateur de noirceur, vous y trouverez forcément votre compte. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier la mairie de Sadirac pour son idée de salon du livre virtuel en remplacement de la manifestation
initialement prévu à la salle des fêtes et qui a été annulé. C'est un bon moyen pour nous, auteurs, de garder le contact avec les lecteurs, et c'est la preuve d'une volonté réelle de continuer à faire vivre la culture et produire des événements malgré le contexte sanitaire. Un grand bravo donc pour cette initiative 2.0. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et je vous souhaite d'avance une lecture sanglante. Je vous dis à bientôt sur mon site ou ma chaîne YouTube, le Lab Imaginarius. En attendant, portez-vous bien. Et bien, retour sur le plateau. Cette fois-ci, je vais m'adresser à Agathe, qui est juste à côté de moi, Agathe Portail. Alors, comme je le disais tout à l'heure, qui est une jeune auteure, enfin, qui fait très très jeune en fait. En réalité, elle a 102 ans, hein, mais elle est très très bien conservée, Agathe. Elle est auteure au féminin, toujours, de romans policiers. Donc, j'ai déjà évoqué L'année du gel, Piqûre de rappel, bon, on en reparlera bien évidemment. Bonjour Agathe. Tout d'abord, comment ça va ? Bienvenue dans ce salon différent cette année, virtuel, numérique. Donc je l'ai dit, parce que c'est sympa aussi de parler de vous, de ce que vous êtes. Vous êtes une jeune maman de 4 enfants quand même. Pas mal ça, hein ? Ah, c'est évident, mais c'est merveilleux. Comment on arrive à écrire, à avoir 4 enfants en même temps ? On est à l'école. C'est ça, voilà. On s'en débarrasse en fait, réellement. Donc vous êtes originaire de Mayenne. Que faites-vous ici, dans cette belle région ? Alors déjà, cette région me rappelle pas mal ma belle Mayenne, comme vous dites. Ouais, parce qu'il y a ce côté rural et agricole qui vraiment me fait me sentir chez moi. Et donc, je suis arrivée en Gironde pour des raisons professionnelles, parce que mon mari travaille dans le vin, il est courtier en vin. Ah, certes. Voilà, donc je l'ai suivi. Ben oui, c'est normal, on suit en général, c'est mieux. Vous avez donc, je le disais, travaillé dans des choses qui n'ont pas forcément de lien, si ce n'est peut-être l'édition quand même. Vous avez travaillé dans la com, dans les médias, dans les vins, justement, et dans l'édition. Alors, dans l'édition, ça remonte un petit peu, parce que c'était des stages pendant mes études où j'ai pu rentrer un peu dans le cœur du réacteur. Mais finalement, j'ai travaillé dans un site internet culturel, mon premier emploi, un site qui appartenait au groupe Figaro. Et puis du coup, j'étais débauchée par Le Point. Et puis du coup, après, les médias, voilà. Donc finalement, l'édition, ça remonte un petit peu. Oui, voilà, c'était au début. Voilà. Donc dans les vins, dans la com, dans les médias. Alors je le disais tout à l'heure, sans faire effet Cosette, il n'y avait pas de télé chez vous, enfant. C'était un choix, j'imagine. Alors oui, c'était un choix de mes parents, parce qu'ils avaient eu une télé quand j'avais 3-4 ans. Ils avaient bien vu l'effet hypnotique que ça pouvait avoir. Déjà ? Et surtout, et la grosse mauvaise humeur quand la télé était éteinte. Du coup, ils se sont dit... Il y a un truc qui cloche, il y a une vampirisation de l'esprit de notre petite fille qui est en train de se passer. Donc voilà, de côté. Et finalement, ça nous a permis avec mes frères de beaucoup jouer au Lego, de faire plein de cabanes. Et moi, de me plonger dans la lecture d'une manière un peu comme Sandrine, d'une manière très compulsive en fait. Ah oui, carrément. Voilà. Ah oui, j'étais... Il y avait encore Bibliothèque Rose Verte ? Ah ben bien sûr. Il y a toujours, en fait. Les odeurs de grenier, ouais, bien sûr. J'en ai d'ailleurs chez moi. Je rachète tous ceux que je trouve dans les recycleries. Je les reprends chez moi, toutes les vieilles éditions. Et vous avez commencé à écrire tôt, finalement ? Très tôt, même. Oui. En fait, j'ai reçu mon premier journal intime. Vous savez, avec le petit cadenas, les pages roses cartonnées et tout ça. Et j'ai commencé un journal intime en CM2 que je n'ai jamais arrêté. Et du coup, j'ai des cahiers, aujourd'hui des encore, classes. Là Alors aujourd'hui, j'ai toujours mon petit Moleskine noir. Mais finalement, j'ai moins le temps déjà. Et puis, l'écriture romanesque me sert d'exutoire et me rend finalement moins nécessaire l'usage d'un journal qui permet de décharger les pensées noires. Souvent, j'écris quand ça va pas bien. Donc là, c'est plutôt bon signe. Oui, puis c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, alors je le disais tout à l'heure pour rire, c'est vrai que la lecture a tellement été toujours présente que quand vous étiez petite, si on voulait vous punir, c'était ça, quoi. Ouais, privé de lecture, avec surveillance, avec ouverture de la porte de la chambre, sans frapper pour vérifier que j'étais pas en train de me planquer. Vérification pas inutile d'ailleurs. Et oui, c'était vraiment une fuite, cette lecture. Aujourd'hui, c'est privé de console. Ça a changé. Oui, c'est vrai, les temps ont changé. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture déjà de manière plus générale et surtout pour le monde, pas que pour vous, sortir du journal intime et passer à une écriture qui va être publiée? Alors déjà, quand on commence à écrire, on ne sait pas si ça va être publié. Puis le premier objectif pour un premier roman, je pense qu'on en est tous là, c'est déjà d'aller au bout
de l'écriture, la publication, c'est encore totalement un autre problème. Et déjà, venir à bout d'une histoire, la porter jusqu'au bout. Il y a eu plusieurs déclencheurs, si c'était le sens de votre question. L'un des premiers, ça a été le gel de 2017. Je travaillais à ce moment-là auprès des viticulteurs d'une union coopérative et j'ai vu le désespoir de ces gens et leur difficulté à se faire entendre en dehors de l'appellation parce que, par exemple, ma famille me dit « Oh, ça va, les Bordelais, les caisses sont pleines, ils s'en remettront ». Et je me rendais compte qu'ils ne comprenaient pas qu'en fait, un viticulteur d'une appellation modeste du Bordelais, c'est comme un agriculteur en Mayenne. Il n'y a pas que des gros châteaux. Exactement. Et donc, j'ai eu très envie de donner la parole à ces gens que je côtoyais et qui me touchaient profondément en créant une histoire de comment on se débrouille quand on est confronté au gel et à la perte d'une récolte. Sur un style tout de suite plutôt policier. C'est vrai, parce que ça me semblait plus facile. En fait, le genre policier est très codifié. Il y a un meurtre, il y a une enquête et il y a un dénouement. Et finalement, c'est une forme de filet de sécurité. Pour moi, pour me lancer, c'était plus rassurant. Voilà. Et j'ai lu beaucoup de polars aussi, des polars qui étaient de grande qualité. Bon, Agatha Christie, bien sûr. Par exemple aussi Elisabeth George, qui a une écriture très narrative. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer. C'est ça, c'est ce dont j'ai envie, finalement. Donc, il y a eu deux romans qui sont les deux situés en Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'un, c'est L'année du gel, on est donc dans le milieu du vin. Et l'autre, puisque c'est vrai que vous revendiquez beaucoup justement ce monde rural, et le deuxième, c'est dans le domaine de l'apiculture. Oui. C'est ça, piqûre de rappel, petit jeu de mots. Tout à fait, et qui est assez en rapport avec le Covid. On m'a dit que j'avais été mauvais augure entre l'année du gel hydroalcoolique et piqûre de rappel de vaccin. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc je vais faire attention au titre du troisième. Parce que le prochain univers, ça va être quoi? La tonnellerie. Ah, oui. Ouais, voilà. Bon, on revient un peu au vin quand même. Oui, c'est vrai, ouais. Il y avait d'autres choses à explorer. Et du coup, l'apiculture, ça me vient de deux amis avec qui je travaillais. Enfin, je travaillais avec la femme du couple et qui se sont lancés à reprendre une activité d'apiculture. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est cette espèce de tiraillement entre les gens qui sont apiculteurs depuis toujours. Il y a un vrai savoir-faire qui ne s'invente pas, et tous ces néo-ruraux qui s'investissent et s'inventent apiculteurs avec plus ou moins de succès et plus ou moins d'idéalisme. Et je me suis dit, tiens, ça va être mon prochain sujet, parce qu'il y a les mêmes difficultés climatiques que, par exemple, pour la viticulture. Voilà. Bien, voilà, un bon sujet. On se reverra pour la tonnellerie. C'est ça. Donc merci Agathe pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment. Et nous allons repasser à nouveau à une vidéo, puisque nous avons Elisabeth Broker, que nous allons retrouver immédiatement, qui n'a pu malheureusement être présente sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Broker de Minière. J'écris à Sadirac depuis 2014 des romans et des nouvelles sous le pseudonyme de Franny Jane Cavalier. Le style de mes écrits est léger, émouvant, avec une bonne dose d'humour, alors qu'ils abordent de graves sujets de société qui me tiennent à cœur. Malgré la profondeur des thèmes, je m'arrange pour que les fins restent joyeuses, toujours solaires. Voici mon compagnon, Stid, qui depuis de nombreuses années m'accompagne aux animations de chiens visiteurs. Nous nous rendons dans les maisons de retraite, les foyers pour personnes handicapées, les institutions où vivent les jeunes qui ne peuvent rester dans leur famille d'origine, etc. C'est lors de ces animations que j'ai recueilli des brouettes d'anecdotes et qu'un jour, j'ai pensé les coucher sur le papier. Ce livre est mon premier roman, intitulé Augustin. Il raconte l'histoire d'un septuagénaire qui a perdu le goût de vivre, isolé en maison de retraite. À l'occasion d'une animation de chiens visiteurs, il fait la connaissance de mon personnage principal Nicolas, âgé d'une trentaine d'années, accompagné de son cavalier King Charles Finlay, qui, au fil des pages, vont lui redonner le goût de vivre. Dans mon deuxième roman, intitulé Camille, Nicolas et Finlay, en rencontrant beaucoup de copains et en faisant souvent la fête, nous entraînent dans un road movie endiablé afin d'apaiser Camille, quinquagénaire monomaniaque, victime d'un effroyable burn-out. Mon troisième roman, Valentin, est en cours d'écriture. Il raconte la fugue d'un adolescent vivant en foyer. Ici encore, Finlay et Nicolas le sortiront d'affaire. Mais comment s'y prendront-ils? Toute la question est là.
Enfin, j'ai regroupé dans ce recueil de nouvelles 3 petites gourmandises littéraires. Si je vous ai donné envie de plonger dans mon univers, vous pouvez emprunter mes livres dans les bibliothèques de Sadirac et de Créon, les acheter à la librairie Écolibri de Créon ou me contacter directement. J'aurai alors le plaisir de vous offrir une dédicace personnalisée. À bientôt! Eh bien, c'est reparti. On se retrouve à nouveau sur le plateau. Et cette fois-ci, alors on est très féminin sur ce plateau aujourd'hui, mais si, on a quand même gardé, je ne dirais pas le meilleur pour la fin, mais parce qu'en fait, on va finir par vous, Frédéric. Mais là, je vais continuer cette fois-ci avec Lisiane. Alors, Lisiane, elle fait plein de choses. Voilà. Et donc, ça va être intéressant de discuter avec elle un petit peu de ce parcours aussi. Elle est donc poétesse, conteuse, elle fait des livres pour la jeunesse, elle aime beaucoup l'univers fantastique, les mondes fantastiques, et elle fait aussi des récits de voyage. Et tout ça, finalement, s'harmonise très très bien, n'est-ce pas? Bonjour Lisiane. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue pour ce salon. Très bien. Donc vous êtes pareil d'ici, enfin pour beaucoup d'entre vous, vous êtes née à Saint-Louis-de-Montferrand. Oui. C'est important de le préciser parce que j'ai envie de dire que je suis fille de Garonne. Et la Garonne, à elle seule, c'est un monde parallèle. Et puis c'est un monde qui est le voyage. Quand on habite près d'une rivière, on suit un peu le cours des marées, on n'est pas statique, et son imagination encore moins. Et en plus, vraiment, c'est des magnifiques cadeaux d'être né là, parce qu'il y a la Garonne, et puis il y a aussi les demeures. Il y a les demeures abandonnées des chartronnés du 18e, 17e qui faisaient construire leur folie sur ces berges. Et puis ensuite, il y a eu l'industrialisation. On explique ce qu'est la folie, parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, ce sont ces belles maisons d'apparat un peu présomptueuses quand même, qui montrent la réussite sociale. Et badaboum, début 20e, il y a l'industrialisation, il y a le bec d'Ambès avec la raffinerie, et tout ce beau monde est exproprié. Et ces maisons laissées à l'abandon. Alors j'ai eu plusieurs terrains qui m'ont appris et le rêve, et l'imaginaire, et le fantastique, parce qu'une des maisons abandonnées, c'est un terrain d'envol extraordinaire. C'est terrible, voilà. Effectivement. Donc vous aussi, passion de la lecture, de l'écrit depuis toujours, depuis que vous étiez petite. Alors je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ce serait sympa d'en parler, notamment grâce à un instituteur, c'est-à-dire Alors cet instituteur, j'avais très peur de l'école parce que j'ai eu une enfance totalement atypique pour les années 50. J'avais des parents qui étaient plus des grands-parents qu'autre chose. Ils m'ont eu tard. Je ne connaissais aucune contrainte. J'étais dans une liberté totale. Et on me menaçait toujours de ça. Toi, quand tu vas aller à l'école, tu vas voir un peu. Oui, donc on n'y va pas joyeux. L'école. Et en fait, elle m'a fait un cadeau la vie de plus. C'est Roger Castébon, qui était un instituteur. Il avait 18 ans. À cette époque-là, on pouvait être instit à 18 ans. Incroyable. Et lui, il avait une tendresse pour les méthodes freinées. Ah oui, la fameuse méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Pour lui, en tout cas, déjà, la méthode freinée ne s'explique pas avec des théories, mais avec la façon d'être. Déjà, il m'a accueilli avec une bienveillance qui n'avait rien de la sévérité des autres instits. Et il nous tutoyait, il nous faisait jouer en classe et surtout il nous sortait de l'école. Il allait nous faire des cours sur les bords de Garonne. Il n'expliquait rien de ça. Mais moi, ensuite, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que le savoir n'était pas que dans l'école. Voilà. Et ça, belle leçon de vie. Très, très important. Oui, voilà. Effectivement, c'est ce qui vous a aidé. Alors après, il y a eu un passage dont vous avez plus ou moins écrit tout le temps, voilà, finalement, mais sans comme on le disait avec Agathe tout à l'heure, finalement, sans forcément publier. On écrit pour écrire, parce qu'on aime écrire. Et un jour, il y a eu la rencontre avec Michel Suffren. Oui, grâce au truchement d'une revue. C'est les cahiers de l'Entre-deux-Mers qui, à cette époque-là, étaient de papier. Aujourd'hui, c'est un journal virtuel. Et Michel Suffren était abonné à cette revue. Et cet homme-là, du haut de sa reconnaissance, de sa notoriété, était capable de ça, griffonner quelques mots sur une feuille de son carnet de médecin. À l'époque, il était encore médecin de travail. Quelques mots comme ça qu'il m'envoie.
Et donc je le rencontre. Et lui me dit de publier. Et je pense que si je n'avais pas rencontré Michel Suffren, je n'aurais jamais osé. C'était mon petit monde secret, c'était ma petite bulle, c'était mon petit monde à côté. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il vous a fait une dédicace sur l'un de vos livres, 13 mystères et délices. J'en ai plusieurs de lui, et dont je suis quand même à la fois émue, touchée et fière de ça. C'est son dernier écrit sur mon dernier livre. Voilà. C'est beau. Voilà, c'était plus qu'un ami, Michel. C'est mon modèle encore aujourd'hui. C'est mon modèle, et en écriture et en tenue de vie. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à ce que vous faites, vous, à votre style, en fait, enfin, il y a plein de choses, finalement. Donc, vous faites des poèmes, des contes pour enfants, des nouvelles. Il y a des récits de voyage aussi. C'est vaste. Et en même temps, il y a un lien, finalement. Il y a l'imaginaire, toujours. Oui. En fait, je crois que c'est la fenêtre entrouverte. C'est toujours l'extérieur, finalement. C'est se faire la belle. Hein. Écrire, c'est se faire la belle. Hein. C'est-à-dire, c'est régler un compte avec tout ce qu'on n'a pas pu avoir ou aller ou être. C'est un petit peu raccorder les fils par rapport à ce qu'on est et ce que voient les autres, ou ce qu'on offre aux autres, ou ce qu'on fait de nous, ce que le monde, la vie, les complications, les ci, les là, les cas, les mais, fait de nous. Mais nous, on sait exactement qui on est. Et on est exactement en accord lorsqu'on écrit avec ce que l'on est. Et qu'on offre au monde. Quand on a cette destinée-là d'écrivain. Après, pour d'autres, la réalisation va se faire autrement. Mais ça peut, tous les arts, je pense. Bon, écoutez, c'était un très bon moment que l'on a passé, mais on va revenir aussi, hein, bien évidemment. On a une petite vidéo encore, voilà, on fait une vidéo, une personne en présence. Donc cette nouvelle vidéo, ça va être Elisabeth... Non, je l'ai déjà dit, je crois, Elisabeth Broker, on va peut-être éviter d'y revenir. Ce sera cette fois-ci Sylvie Cassagne, je crois. Voilà, de mémoire, hein, Sylvie Cassagne. Peut-être qu'il y a un petit bug dans ce que je dis, mais bon, dans tous les cas, ça va partir, ne vous inquiétez pas, on y va. Bonjour, amis lecteurs. Aujourd'hui, vous ne venez pas au Salon du Livre de Sadirac, mais plutôt le Salon du Livre s'invite chez vous. Je suis auteure, je m'appelle Sylvie Nifle-Cassagne, je suis de Sérons et je vous propose 2 ouvrages. Le premier, Les Alizés, est un recueil de nouvelles. Elles sont 16, toutes écrites pour des concours. Ce livre se révélera un bon dérivatif avec des situations insolites, des endroits surprenants, des circonstances mystérieuses, de l'humour et un bon panel d'émotions. Il est édité aux éditions Édilivre. Quant au second, D'année empreinte, est un thriller dans lequel vous serez investi du rôle de détective qui vous ira comme un gant. David a pour projet de réhabiliter un terrain que la commune lui accorde. Il envisage, avec le concours de volontaires, d'y faire construire une salle collective ouverte à toutes les associations. Le chantier avance, tout le monde s'investit. L'arrivée de petits mots, suivis de méfaits de plus en plus fréquents, ne fait aucun doute sur la présence d'un corbeau. La disparition d'une fillette traumatise tout le monde, la suspicion s'installe, la méfiance est partout, la peur règne en maître. C'est le début d'un long calvaire. Son intrigue va crescendo, de page en page, de chapitre en chapitre, pour vous amener malgré vous vers une fin inexorable. Vous trouverez ces livres directement sur les maisons d'édition, dont vous trouverez le lien sur le site du Salon du Livre de Sadirac. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine, peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Et merci. Eh bien, on se retrouve cette fois-ci à nouveau sur le plateau. Et maintenant, voilà, l'homme de la situation, c'est Frédéric Dufour. Vous savez qu'on était très féminin jusqu'à présent. Frédéric Dufour, qui est à la fois éditeur, conférencier, libraire, écrivain, directeur de collection, j'ai rien oublié.
Bûcheron. Bonjour Frédéric. Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça. Vous le saviez. Et aussi, on en reparlera bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, créateur avec votre compagne, Aude Fleury, de la librairie L'Hirondelle. Voilà, qui était la première librairie itinérante en 2001. Nous étions libraires à Bordeaux-Centre, dans le quartier des Chartrons. On travaillait beaucoup, et puis quand on a décidé de se libérer un petit peu pour avoir une vie de famille, on a créé une librairie itinérante qui s'associait avec les conférences, les événements scientifiques, parce que Aude et moi, nous sommes originaires du milieu de la recherche d'abord, et donc on avait des contacts et on s'est très bien dressé des bibliographies en rapport avec un sujet donné, et puis petit à petit, de fil en aiguille, on s'est spécialisé dans l'environnement d'un côté, puisqu'on a déménagé à la librairie de Bordeaux-Centre à la campagne, dans la campagne basadaise. Et donc, on s'est un peu spécialisé à l'agriculture, au monde rural, et aussi à la médecine, à la psychiatrie, l'oncologie, tout ce qui est congrès scientifique, et plutôt médical, parce que c'est là où on consomme beaucoup de livres. Oui, notamment. Et alors, je crois que vous aviez un rêve à ce moment-là, c'est d'avoir le bus londonien avec les tages. Ça c'est Aude, oui. Oui. Alors moi, j'avais un rêve un peu plus modeste. Et on a commencé par la plus petite camionnette du parc automobile mondial. C'est un Rascal Suzuki, tout petit. Et comment on fait pour mettre des milliards de livres dans une petite camionnette? Alors des milliards, on n'en mettait pas des milliards. On faisait une bibliographie ciblée sur les spécialités. Et des fois, on met une remorque. Voilà. Maintenant, on a un fourgon un peu plus puissant que nous avons acquis il y a quelques années maintenant, avec l'aide de la région Aquitaine. Et on va dans toute la France, la Belgique éventuellement. On ne peut aller que dans l'espace Schengen et en zone euro. Donc vous êtes totalement nomade. Voilà, mais on nous a appelés pour aller au Maroc et c'était impossible sur le plan administratif, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de congrès médicaux au Maroc. Ah oui, pour ça aussi. Voilà. Alors, en fait, quel est votre lieu d'intervention? Vous n'allez pas à la porte des gens? Non, ce sont les palais de congrès. Les salons du livre, Sadirac, on a été plusieurs fois au salon du livre de Sadirac pour faire de la librairie générale. Le dernier congrès qu'on a eu, c'est-à-dire que là, ça fait quand même maintenant 1 an qu'on ne travaille plus guère, et donc on a soif. C'est une grande traversée du désert, parce qu'on est libraire et on n'a pas d'aide, puisque les librairies sont ouvertes, mais sauf la nôtre, puisqu'on est associé à tout ce qui est événementiel. Et là, c'est un peu difficile. Donc moi, j'en ai profité pour écrire un livre, d'autant que j'ai eu une entorse, et donc je suis resté à la maison. Et puis, je coupe du bois en ce moment. Je fais du bois de chauffage. Okay. Voilà. Donc effectivement, alors revenons à vous. On a parlé de la librairie L'Hirondelle, qui porte un joli nom d'ailleurs. Ouais. Donc vous êtes aussi auteur de livres, donc différents sujets, je crois, histoire, politique. Vous avez écrit sur le Concorde, sur la Marseillaise. Oui, c'est vrai. Ah oui. Alors sur Internet, je passe pour le spécialiste mondial de la Marseillaise. Ouais, c'est vrai. Oui, mais j'ai vu ça, donc ça m'a interpellée. Le climat aussi. La Marseillaise, c'était simple. Moi, d'abord, j'étais un globe-trotteur avant d'avoir des enfants. Et j'étais en République populaire de Chine dans les années 80. Ils n'avaient jamais vu un blanc. Et dans un dortoir, parce que là-bas, on dort dans un dortoir d'hommes. À l'époque, dortoir d'hommes, dortoir de femmes. Moi, j'étais dans le circuit chinois, pas le circuit étranger. J'avais une carte d'étudiant international. Et j'étais jeune prof de lettres. Et on m'a dit, mais quittez, toi. Alors moi, j'étais dans une zone où on parlait plus le cantonais que le mandarin, et donc ils ne comprenaient pas. Et je disais, wow, et on ne comprenait pas. Donc j'ai chanté la Marseillaise, et là, je me suis aperçu que les Chinois chantaient la Marseillaise en français, en plus, dans une sorte de français. Et alors ils m'ont dit, mais c'est le camarade Mao, c'est un chant socialiste. Je dis, ah bon? Voilà, et c'est comme ça, c'était mon premier livre. Voilà. D'accord, vous voyez comme quoi, c'était intéressant de le savoir. Sur le climat aussi, je crois. Oui, alors j'ai écrit un petit livre avec Patrice Martin. On a mené une enquête, c'était pour la COP21 en 2016. Le petit livre du climat, oui. Le petit livre. Et alors là, je vois des petits livres alors aussi. Oui, j'ai publié aussi un livre sur l'Union européenne aux éditions du Bordelot. Bref, à chaque fois que j'ai une entorse ou un truc cassé, ou une maladie, ou du temps. Ah bah vivement la prochaine. Hein. Là, le dernier, c'était pendant une entorse. Voilà, ce qu'on peut comprendre de notre Covid. C'est une petite enquête sur l'impact mondial, sur ce que l'on peut faire
Voilà, le titre complet, c'est « Ce qu'on peut comprendre de notre Covid en fouillant dans les journaux, les magazines et sur la toile, et en se posant des questions. » Voilà, notre Covid, je dis. Et je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y a une syndémie plus qu'une pandémie. Ah, alors quelle est la différence? Voilà. La syndémie, c'est-à-dire que c'est une conséquence, c'est les blessures connexes à une épidémie, et on peut penser même que tout ce qui est connexe fait plus de victimes que l'épidémie elle-même. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Voilà. En quelque sorte. Voilà. C'est Horton qui parle de ça. Horton, c'est le rédacteur en chef d'une, ce qui passe pour une des meilleures revues, The Lancet, c'est l'anglais, la revue britannique de médecine. Ok. Voilà. Merci pour la précision. Et le précédent, c'était il s'intitule « Pour en finir avec 1914-1919, qui émerge encore dans nos misères quotidiennes et des ordres géopolitiques », parce que je suis un petit peu spécialisé là, dans le domaine de la géopolitique, et il m'intéressait de parler des conflits actuels à la lumière du premier conflit mondial. Notamment, pourquoi Erdogan est ambitieux, parce qu'il y a eu les traités de Lausanne et avant de Versailles, parce qu'il y a une frustration de ces traités. Pourquoi les Hongrois sont comme ça actuellement? Parce qu'il y a aussi une conséquence. Voilà. Et pourquoi la Première Guerre mondiale? Mais premier conflit pour le pétrole, etc., etc. Voilà. Donc c'était intéressant de voir. Comme j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai beaucoup parlé de cette Première Guerre mondiale à travers le monde et d'avoir des points de vue différents, sortir un petit peu du chemin des dames et de Verdun et voir que c'était un conflit mondial et pour d'autres enjeux que des enjeux qui dépendaient de la France. Ok. Voilà. Et en tant qu'éditeur, vous avez publié pas mal d'auteurs, des auteurs assez différents. Alors voilà, c'est parti d'une idée. Je suis allé trouver Lionel Jospin d'abord, parce que je voulais lui faire écrire quelque chose sur la social-démocratie française. Et il m'a dit non, là, je peux pas. Il va y avoir des élections présidentielles. Allez voir Rocard. Alors je suis allé voir Rocard, il était dans l'annuaire, ça tombait bien. Non. Et si, Michel Rocard, il avait son bureau sur les Champs-Élysées. Et donc, il m'a dit, allez, banco, le Conseil national de la résistance, ça m'intéresse. Il était fils d'un résistant, Rocard. Il a lui-même été, il était en âge de comprendre toutes les choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la fin Et puis on a affaire à un social-démocrate, donc c'était intéressant. On a fait donc un petit livre avec Michel Rocard. Ça a été le début de cette collection Quoi de neuf. Et puis après on a eu Azouz Begag pour parler des banlieues. J'ai fait 2 livres aussi avec le Suisse sociologue et puis haut fonctionnaire international Jean Ziegler sur la dette. Le dernier, c'était sur le socialisme arabe. Ça nous intéressait de parler du monde arabe qui était trop stigmatisé sur une religion, alors qu'il y a 40 ans, le monde arabe faisait peur à cause du socialisme qu'il voulait propager dans tout le tiers-monde, avec le maréchal Tito, avec Fidel Castro et Nelson Mandela. Donc, Nelson Mandela était réfugié à Alger dans les années 60, avant d'être emprisonné. Et donc... ça nous a intéressé avec Jean Ziegler de faire un livre. Alors celui-là, il a été édité par une maison d'édition bordelaise, les éditions du Bordelot. Et puis, qui d'autre? Nous avons fait des livres. On l'a fait avec le médecin Sylvain Mimoun sur le couple. Ça nous intéressait de parler du couple. Donc c'est très varié, oui, effectivement. Oui. Avec une journaliste bordelaise, Catherine Bouvet, sur l'odorat. Et toutes les dernières découvertes sur l'odorat. Voilà, c'est une collection Quoi de neuf qui s'interroge sur l'histoire récente de ces 50 dernières années, l'actualité à la lumière de ces 50 dernières années. Oui, donc des sujets assez passionnants. Bon, pas forcément d'entorse à chaque fois pour la peine. Là. Non, parce que là, je m'appuie sur des auteurs donc ça va. que je vais chercher pour nourrir cette collection. Bon, merci beaucoup Frédéric pour ce petit moment. Et ce que j'aimerais bien, c'est peut-être qu'on a fait des petits échanges, des entretiens, on va dire, individuels. Ce qui serait chouette, c'est qu'on arrive aussi, que vous arriviez surtout, vous, à échanger entre vous sur des sujets peut-être un peu plus généraux, mais qui vous concernent tous, que vous soyez auteur, éditeur, poète et autres. Et notamment, on est sur un salon du livre et BD. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors, vous allez essayer d'intervenir un petit peu chacun votre tour, un peu court, parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas un temps fou, sur l'objet livre. Voilà. L'objet livre aujourd'hui par rapport au monde de l'image, de l'écran, de la vidéo. Je ne sais pas, Sandrine, par exemple. Je pense que le livre reste à la place du livre. Et heureusement,
On a toujours le livre en main, alors il y a de la place pour tout le monde. Et le livre est un bel objet, et que les gens ont toujours plaisir à aller acheter, consulter. On va en bibliothèque, on va dans des salons du livre, et vivement qu'ils aient lieu. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vive les salons du livre. Parce que je pense que surtout les lecteurs, lorsqu'ils aiment lire, sont friands d'aller rencontrer les auteurs, échanger, acheter le livre, en parler, le feuilleter, le toucher. Bien sûr, on est à l'ère de la liseuse et c'est formidable et c'est super lorsque vous partez en vacances, dans le sac à dos, ça prend pas de place, bon, très bien. Mais l'objet livre en lui-même, c'est quelque chose c'est du bien-être. S'asseoir, lorsque vous le disiez très bien, dans un café, devant un café, un thé, dans un fauteuil avec un bon livre, c'est vraiment des moments de détente absolue, très agréable. À conserver vraiment. Après, là, je vous interroge un peu individuellement, mais vous pouvez aussi échanger entre vous, tant qu'on ne parle pas tous en même temps, qu'il n'y ait pas de cacophonie. Agathe, le livre. Moi, je suis grande consommatrice de livres, donc comme Sandrine, je pense que c'est un objet qui tombe pas en panne, qui fatigue pas l'œil, qu'on peut faire tomber dans l'eau, et puis bon, il a les pages gondolées, mais il marche toujours. Donc par opposition, il a une forme de simplicité et d'immédiateté finalement par rapport à tout ce qui est technologie. Je pense aussi que le livre est en train de redevenir un objet culturellement valorisant et qu'on revient à une forme d'élitisme. Ce qui était un peu à déplorer pour moi, qui avait été vraiment effacé avec l'arrivée du livre de poche, qui rendait du coup la lecture tout à fait accessible à tous. Là, on revient à cette espèce de petite phrase d'excuse. « Ah non, mais moi, je lis pas beaucoup de livres. » On sent qu'il y a de nouveau une espèce de sacralisation de l'objet. Et j'espère qu'on va en sortir assez vite, parce qu'il faut que ça reste quelque chose de tout à fait accessible à tous et à tous les niveaux culturels. Et vous, Frédéric, vous en pensez quoi? À la fois de la sacralisation et au contraire peut-être de l'effet. Alors l'effet Covid sur la lecture, est-ce que ça n'a pas aidé les gens à relire un peu? Si, on avait que ça à faire. Hein. Les librairies, sauf la nôtre, mais les librairies ont augmenté leur chiffre d'affaires en 2020. Bon, alors ce que vous dites là, ça m'intéresse parce que ça c'est mon expérience d'éditeur. Il y a quelques années, en 2016, j'ai publié un livre d'après un discours d'un chef d'État africain qui est adulé en Afrique, qui s'appelle Thomas Sankara, qui est le fondateur du Burkina Faso. Haute-Volta est devenu le Burkina Faso. Et j'ai publié avec Jean Ziegler, qui l'a commenté, le discours sur la dette. Le discours sur la dette, c'est un discours qui est en ligne. Il est sur le YouTube, on trouve. Je l'ai retranscrit et on en a fait un livre, mais on a épuisé 3 éditions. Ça veut dire qu'il y a un accès libre en ligne de ce discours, un accès audiovisuel, et des gens l'ont acheté. Et en fait, il y a quelque chose d'identitaire à travers un livre. Ça veut dire, voilà, j'adhère à ce discours, j'achète ce livre, comme ça je l'ai dans ma bibliothèque, et il fait partie de mon identité. Je pense que quand on aime quelque chose, un roman ou un essai, on l'a sous forme d'objet plutôt que l'impalpable numérique. Vous voyez ? Oui. Et j'avais discuté de ça avec un autre éditeur, Trubert, les éditions Les Liens qui libèrent, qui est une grosse maison d'édition qui appartient au groupe Actes Sud. Et Trubert m'a dit la même chose. Oui, on peut. Il y a des choses qui sont des textes. Beaucoup de textes sont accessibles en ligne, par Gallica par exemple, tout ce qui est ancien. C'est libre de droit, mais les gens vont acquérir le livre et on vend toujours du Balzac, alors que Balzac est libre de droit et en ligne, on peut le télécharger comme on veut. Oui, c'est vrai. Et autre sujet, ça reste lié finalement avec le livre, c'est la langue. À la limite, je vais peut-être vous demander, mais après intervient qui veut, bien sûr, Lisiane. Est-ce que vous pensez qu'il y a, parce qu'on le dit quand même beaucoup, un appauvrissement de la langue aujourd'hui? Voilà, alors évidemment les jeunes générations, avec les SMS, etc., on zappe, on est dans le rapide. Elle est en marche, la langue, toujours, depuis toujours. Hein. Alors en marche, avec des modifications certes, mais est-ce que ça s'appauvrit pour vous? Je ne crois pas qu'elle puisse s'appauvrir tant que les gens communiquent. La langue, c'est la communication, c'est le dialogue. Tant que les gens parlent entre eux, même si c'est en verlan ou en slamant, rien n'est perdu. Par contre, ce que je voudrais dire, moi, par rapport au livre, moi qui suis des années 50, donc qui suis d'avant les grandes technologies et qui adore les pierres, j'aime l'intemporalité des choses, même si elles ne sont jamais définitives. Pour ça, j'aime le livre.
parce qu'il échappe à tout, et que j'ai cette espèce de méfiance des gens de ma génération face à la technologie. On ne sait pas s'il va bugger ou s'il va tenir le coup, celui-là. Et en plus, on lui confie des choses, on ne sait pas s'il va bien les garder, tandis qu'une bibliothèque, c'est sûr, quoi. Certes. Et c'est pour ça que quand j'aime un livre, j'aime en trouver des extraits, mais je suis aussi... je veux être moderne, je veux ça. Donc j'y vais, moi, en ligne, j'y vais, je participe à des choses et tout. Mais quand j'aime vraiment un livre, je le veux dans ma bibliothèque et je veux pouvoir m'isoler avec lui sans qu'il y ait aucun témoin. Oui, c'est ça. Je veux être seule avec lui. Voilà, c'est ça que je pense du livre. C'est vrai, c'est ce qu'on pourrait trouver une espèce de compromis aujourd'hui, à n'acheter ou à ne garder que les livres qui nous semblent importants, et puis peut-être consommer des choses qui sont peut-être moins à garder. Après, ça c'est vraiment une question de choix personnel. Moi-même, évidemment. La semaine de Suzette et mes vieux Lisette, ils sont essentiels. Donc, ça c'est de la mémoire, c'est de la mémoire collective. Et si on parlait un petit peu de l'édition, justement, édition, les éditeurs, parler un petit peu peut-être de la différence ou de l'éventuel, pot de terre, pot de fer entre les éditeurs, les gros éditeurs parisiens, les éditeurs régionaux, parce qu'on se rend compte qu'il y en a finalement beaucoup des éditeurs régionaux. Donc je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus en premier. Je vous laisse. Alors moi, je vais peut-être intervenir en sachant que ça fait 10 ans que j'écris. J'ai eu la chance d'être toujours publiée, je vais dire, à compte d'éditeur, et c'est très bien parce que c'est aussi un véritable confort. Après, il y a effectivement un clivage peut-être, éditeur parisien, grosse maison d'édition, et puis éditeurs plus régionaux. Bon, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde dans la mesure où vous éditez, vous écrivez peut-être des choses de qualité, et que l'important c'est de pouvoir écrire et de pouvoir éditer. Ensuite, on trouve de toute façon son créneau et son lectorat. À partir de ce moment-là, je ne suis pas vraiment sûre qu'il y ait un clivage. Et puis s'il y a clivage, eh bien tant pis pour eux, parce qu'il n'y a pas clivage pour moi. Entre autres, puisque moi j'ai créé ma petite maison d'édition, c'est vrai que j'en avais vraiment envie depuis très longtemps. C'est un très lourd travail, c'est de longue haleine, mais au final, on arrive de toute façon à faire sa place. Il y a son lectorat, il y a son public, il y a son lecteur, et on participe à des événements. Voilà, de toute façon. Il ne faut pas se mettre en concurrence directe. De toute façon, c'est pas essentiel. Puis ça n'apporte rien du tout. Et pour en revenir à la place du livre, je fais juste une aparté, c'est qu'il y a également les boîtes à livres qui ont essaimé partout, dans tous les villages. Et c'est un vrai succès, c'est une transmission du savoir. On trouve des pépites. Moi, j'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas du tout dans les boîtes à livres. Donc, je les prends, je ramène les miens, et il y a un véritable échange. Et très souvent, on voit des gens devant les boîtes à livres qui prennent, qui échangent. On amène les enfants. Et ça, c'est juste super, parce que le livre a un coût. C'est un objet presque de luxe, parce qu'un livre, c'est, ma foi, entre 18, 20 jusqu'à 25 €. C'est cher dans un budget. Vous pouvez vous acheter un livre peut-être par mois. Poche. Où on attend les éditions, mais tout ne sort pas en poche, c'est ça. Donc après, il y a les bibliothèques. Je pense que c'est une recrudescence de fréquentation, en tout cas je l'espère vraiment. Donc ce système de boîte à livres, je trouve ça, moi, formidable. Bon, ça ne fait pas le jeu de l'éditeur, mais à un moment donné... il faut de la place pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis c'est dans l'idée du durable, de la surconsommation, la transmission. Enfin voilà, c'est peut-être de faire connaître, de faire découvrir. Et vous, Agathe, par exemple, en édition, est-ce que vous avez ramé, galéré avant de trouver la bonne maison? Vous avez envoyé beaucoup de manuscrits. Comment ça s'est fait? Alors très honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Je suis tombée au bon moment dans la bonne boîte mail. Voilà. Donc non, j'ai pas galéré. J'ai envoyé 18 manuscrits, dont une grande partie par Internet, parce que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Aux grands éditeurs aussi? Uniquement. En fait, j'avoue, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je me suis dit, j'envoie à ceux qui me plaisent, et puis on verra bien. Donc, j'ai pas eu toute cette démarche intellectuelle de commencer à faire des différences. J'ai envoyé Actes Sud, qui est finalement un gros éditeur, mais un éditeur pas parisien. Donc voilà, et je pense qu'il faut savoir se souvenir aussi
des exemples d'éditeurs de province qui ont une place extrêmement importante. Il y en a d'autres, je ne veux pas faire de bêtises en citant n'importe quoi. Non. Mais c'est comme la pub, ça existe. Voilà. Et en revanche, ce que je trouve un petit peu dommage peut-être, c'est que quand il y a un auteur qui commence à avoir du succès dans une maison d'édition régionale, il est aussitôt aspiré. Voilà. Ah oui, ça. Et d'un autre côté, les premiers livres de cet auteur-là appartiennent toujours au premier éditeur. Je pense à Michel Bussy, par exemple. Donc ça dynamise et il y a une forme de retombée, mais c'est un petit peu tristounet, je trouve, sans vouloir juger. Et moi, la question s'est pas posée, donc je peux pas dire moi j'aurais fait différemment, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté découvreur de talent des éditeurs régionaux. Qu'il faut rappeler, en fait. Oui, c'est important. Je pense que Frédéric, vous ne nous direz pas le contraire. Non, je pensais, puisqu'on a abordé l'exemple d'Actes Sud. Actes Sud a été créé à Arles. Ils ont fait connaître des auteurs, Nina Berberova, par exemple, qui est devenue leur auteure fondatrice, puisque maintenant c'est le nom de leur place, la place Nina Berberova, se trouve les éditions Actes Sud. Ils ont un gros bureau parisien aussi, toute la partie jeunesse est à Paris. Donc c'est une maison d'édition qui s'est créée. D'ailleurs, Actes Sud, c'est le nom de cette maison d'édition, c'est un acte fondateur. Oui. Actes au Sud. C'était des cartographes à l'origine. Et je pense aux éditions Milan qui sont à Toulouse. C'est des éditions de jeunesse, grosse maison d'édition de jeunesse. Et tout n'est pas forcément à Paris. Il faudrait chercher un peu plus, on trouverait, oui. Bon, c'est rassurant. À Bordeaux, dans la région Aquitaine, il y a une politique assez favorable de la région Aquitaine sur l'édition. Donc il y a beaucoup de maisons d'édition en région Nouvelle-Aquitaine, plus d'une centaine. Et ça fait beaucoup de monde, parmi lesquels il y a des éditions majeures. On connaît tous les éditions Sud-Ouest, par exemple, mais il y a le Castor Astral, qui est une grosse maison d'édition, distribuée par maintenant le groupe Interforum. Il faut voir... Le Tellier, le Castor Astral. Oui, bien sûr, oui. Voilà, mais ils sont spécialisés en poésie, à l'origine. Et voilà. Donc, il y a quand même... Oui. Donc c'est rassurant. Oui. En mot de la fin, il y a de la place pour tout le monde. Oui. En fait, véritablement. Lysiane, vous avez une petite chose à nous dire à ce propos ou un petit mot? Oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Et puis en plus, je trouve que c'est vraiment apaisant des paroles comme ça. Savoir que si on regarde bien, il y a des gens qui passent à la notoriété dans des grandes maisons, mais qui viennent de toutes petites régions, de tout petits villages. Un jour, il y a quelqu'un dans ce métier-là, qui est Claude Chambard, tu connais sûrement Frédéric, qui m'avait dit, au début, pour mon premier livre, il m'avait dit, il faut que vous croyiez en ce que vous écrivez. Si vous croyez en ce que vous écrivez, il sortira ce livre. Et s'il doit sortir, il sortira. Et voilà, moi j'ai ça dans la tête, un livre qui doit sortir, il va sortir. Et puis, comme dit Sandrine, s'il sort pour un petit lectorat, c'était sa vie à lui, et qu'il faut l'admettre, et que c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'il faut croire pour que les choses arrivent, pour qu'elles se fassent. C'est toujours une vision positive, ça. Il faut y croire. Et plus on y croit, en général, ce sont les ondes. Sinon, on n'y va pas. Mais il y a aussi la façon qui est importante, c'est le concept du livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, à mon sens, lorsque l'on crée un livre. Je vois trop de livres partir au pilon et je trouve que c'est catastrophique d'éditer à outrance dans les pays autres que la France, sous prétexte que ça ne coûte pas cher. Alors on va en éditer, au final rien ne sera vendu et tout sera détruit. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me navre vraiment. Ah oui. Je préfère parfois être édité à moindre coût et à pas à moindre coût, mais à moindre exemplaire. Mais quitte à rééditer, au contraire, mais au moins on sait ce que l'on fait. Il y a vraiment une démarche, je ne vais pas dire écologique, mais une démarche simplement sensée du livre. Voilà, écologique, bon mais sensée. Sensée à ce que l'on fait, réfléchir à ce que l'on fait lorsque l'on édite un livre. C'est très important pour moi. Il y a eu une réunion des libraires francophones à Marseille, il y a maintenant 2 ans, où il était question du bilan carbone du livre. Et donc le livre est un des rares produits qui fait des allers-retours. C'est-à-dire le libraire le commande et les invendus, il les retourne. Donc il y a beaucoup de transport. Et tout ce qui est invendu, selon le coût, est broyé.
Alors, et d'ailleurs, d'après parce que j'ai eu plusieurs fois des directeurs de distribution au téléphone et qui me disaient, mais attendez, les livres de poche que vous nous retournez, ils sont directement broyés, on ne les remet pas sur une étagère, parce que le coût de remettre sur une étagère un livre de poche à 3 €, c'est le coût même de la main-d'œuvre. Donc, on préfère le broyer, ça nous permet de faire des économies. Et la plupart des libraires payent des frais de garde dans les entrepôts. Donc pour eux, quand ils publient quelque chose prévoyant alors le tirage moyen, on va dire que c'est 1500, 2000 exemplaires. Quand ils prévoient leurs 2000 exemplaires pour des ventes, des mises en place. On appelle mise en place quand le libraire commande le livre, pas quand le libraire le vend. C'est important parce que beaucoup de médias disent « Ah, telle personne a déjà vendu 10 000 exemplaires ». Non, c'est 10 000 exemplaires mis en place. C'est pas pareil. Et on ne peut pas dire ça dès la première semaine, d'ailleurs. Donc, ça, c'est un usage politique du livre. Par exemple, un homme politique, il n'est pas rare qu'il va communiquer en disant « J'ai déjà 10 000 exemplaires de vendus ». Non, 10 000 exemplaires mis en place. Ils seront peut-être retournés et broyés. Vous voyez, il y a tout ce phénomène de l'économie même du livre sur lequel on peut se questionner. Et c'est vrai que maintenant, on vient vers des tirages, parce que la technologie le permet, qui sont de plus faibles... plus raisonnables. Oui, beaucoup plus raisonnables. On peut tirer 200 exemplaires, tout en gardant des prix acceptables. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, mais on va être obligé de conclure parce que tout a une fin, malheureusement, et qu'on aurait bien fait un petit moment de plus, hein, c'est certain. En tout cas, merci à vous 4 de votre présence. C'était un super moment que nous avons passé, même si on aurait bien prolongé tout ça. Merci aussi, bien sûr, à tous ceux qui nous ont suivis pour cette deuxième émission. Donc, on espère encore vous avoir donné le goût de la lecture, encore une fois. Un grand merci, bien sûr, à la mairie de Sadirac, bien évidemment, la bibliothèque de Sadirac qui nous accueille, leurs équipes dynamiques, chaleureuses. On a été super accueillis, il faut bien le dire. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver les vidéos, bien sûr, à la fois sur le site de la mairie, sur YouTube et bien évidemment sur Aki Télé. On se retrouve très bientôt.